Cet artisan démolit la gauche et les Mickey LFI qui ne veulent pas se lever tôt. Alors vous connaissez peut-être le mème là avec Mickey au fond de son lit avec un drapeau LFI derrière lui. Et ben voilà, c'est tout ce qui est critiqué par cet artisan qui montre que il y a le camp du travail et il y a le camp de ceux qui ne font rien, la gauche des allocs, hein, comme dirait Fabien Roussel. C'est un peu du communisme pour artisan d'ailleurs, Fabien Roussel, on pourra en reparler. Mais du coup, on On va va parler en de tout reparler. ça aujourd'hui avec Chris. C'était sur BFM TV, dans le forum BFM TV. Chris, comment ça va? Est-ce que tu es chaud pour ça? Bah, moi, je suis chaud. Tu l'as appelé artisan, c'est bien. Est-ce qu'on a le droit de l'appeler petit bourgeois? Je sais que c'est souvent un peu tendu de. Non, parce qu'il y a des gens qui considèrent que petit bourgeois, c'est très méchant. On n'a pas le droit de dire petit bourgeois. Il y a même des gens qui considèrent, j'ai lu ça sur Internet, qu'on pouvait pas devenir bourgeois. Sur les C'est comme ça. internets? Ah ouais, ouais, j'ai lu ça. On peut pas devenir bourgeois. Alors ça, l'espèce de bourdieusanisme mal compris, bizarre, parce que comme la bourgeoisie, c'est le capital culturel. Bah, le capital culturel, tu l'as à la naissance ou tu l'as pas. Bon, déjà, première chose, hein, comme si tu pouvais pas apprendre au fur et à mesure de ta vie. Et donc, tu ne pourrais pas devenir petit bourgeois ou bourgeois parce que Ça voudrait donc dire que les bourgeois sont nés en même temps que. C'est une espèce en soi, c'est-à-dire en dehors de l'humanité. Parce ouais, c'est un peu ça. C'est ils un ont peu ça. toujours été là. Ils ne sont pas apparus au XIe siècle. Puisque tu ne peux pas ontologiquement devenir bourgeois. Les bourgeois sont une espèce comme les chiens, les chats, en Pire que dehors de Bourdieu, les l'humanité. bourdieusiens. Ah ouais, c'est sûr. C'est quand même pire que Nietzsche, les Nietzschéens, tu vois, c'est pareil. Les bourdivains, on les appelle. C'est la différence entre les bourdieusiens, ceux qui essayent d'être un peu sérieux, et les bourdivains, c'est ceux qui essayent de le réciter comme le maître qu'ils croient être, quoi. Yes, yes. Bon, on va partir du coup sur cet extrait de BFM TV. Donc là, c'est sur Twitter, un extrait de 3 minutes 50 et c'est parti. Moi, je voulais réintervenir déjà depuis avant la pub et déjà, si on commençait pour augmenter le salaire des profs d'histoire, ça permettrait aussi, monsieur, que ici, vous racontez des choses qui sont quand même à faire. Donc, Samuel Ferreira, artisan dans le BTP. La France est décédée, s'enterre un peu plus chaque jour. J'ai honte. Ce que j'aime bien, c'est dans artisan, tu sais jamais trop ce que c'est en fait, le gars. Si il a une boîte avec 2 employés ou s'il a une grosse boîte de BTP avec 15 Ouais, employés. Enfin, tu sais pas ce que ça veut dire, tu vois. TPE, PME. Alors, normalement, artisan, c'est moins de 10 salariés, quoi. Ok, Donc, c'est forcément TPE. en INSEE, c'est comme ça, tu vois. Sinon, t'es considéré comme chef d'entreprise, quoi. Enfin là, c'est pas l'INSEE, c'est BFM TV. Hein. Ça, Moi, je Je parle pense pour que le Roger graphique, hein. Sicard, pour eux, il est boulanger, tu vois. Et Bouygues, il est électricien. Ouais, c'est un peu Non, ça. non, il est pas Bouygues. Bouygues, il fait des télécoms, c'est ça. Ouais. Il est radiotéléphone, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Famante, en fait, vous êtes le parti de la jalousie. En fait, je sais pas, je pense que vous êtes un regroupement de gens qui n'ont pas réussi à entreprendre dans la vie. Du coup, il faut vous rabattre sur les gens dans ce pays qui réussissent et vous n'allez pas me pouvoir mettre une étiquette politique sur le crâne parce que je vais vous expliquer. Juste. Il est apolitique. Ah, il y a tout. Là, c'est trop bien. Ça, Le parti de la jalousie, il faut se rappeler qu'il parle à Benjamin Lucas de Génération.s. Hein. Il parle même pas à la France Insoumise ou à la communiste, je sais pas quoi. Il parle à Benjamin Lucas de Génération.s. Donc c'est Benoît Hamon, quoi. Le Benoît Hamon, c'est déjà trop à gauche pour ce mec qui lui dit que c'est la jalousie et qu'il va lui apprendre la vie parce que lui, il est apolitique. Donc il y a tout dans cet extrait déjà. mais déjà, tu sens ce que c'est la fausse conscience de classe, quoi. Ou la conscience de classe de la petite bourgeoisie. Déjà oppositionnel à la culture, tu vois, genre, voilà, vous avez échoué, alors qu'en fait, Benjamin Lucas, tu vois, c'est quelqu'un qui a sûrement des diplômes, anti-politique, vendu comme apolitique, et du côté, tu sais, c'est le fameux, du côté du réel, quoi. Tu vois, genre, tu vois, c'est vraiment, tu sens qu'il va dire ça, quoi. Mais non, c'est trop bien. En vrai, je crois que c'est la classe où il y a le plus de fausses consciences, tu vois. Ah bah, La petite bourgeoisie. Il y en a plein qui se pensent prolo parce qu'ils travaillent. Comme ils travaillent, ils se pensent prolo. Alors oui, ils travaillent. Et des fois, même, ils travaillent plus dur que d'autres. C'est vrai, tu vois. Mais des fois, c'est faux aussi. Hein, quand ils disent oui, on travaille 70 heures par semaine. Oui, d'accord. Mais en réalité, c'est bizarre. Tu as une espérance de vie 15 ans supérieure au gars que t'emploies. Donc c'est quand même étonnant que tu travailles 2 fois plus. Tu vois, ça me paraît un peu chelou. travailler, je les connais, les gars, ils se promènent en DDSM pour faire des devis. Rappelle ce que voir c'est les des DDSM parce que les gens ne savent pas. des doudounes sans manches. Ça, c'est Voilà. obligé. Voilà, c'est Des tudounes Yes. sans manches pour faire des devis. c'est ça. Et donc, les mecs, ils passent au garage, à la cave, ils prennent un blanc. Tu vois, enfin, je connais le bail. Donc t'as ça, les gars se considèrent pas dans la petite bourgeoisie et ils se considèrent toujours comme étant neutres à la politique, tu vois. C'est une des classes qui a le plus cet aspect de se dire ah non mais moi c'est juste le réel, tu vois.
C'est une des classes qui adhère le plus à cette idéologie du réel. Et d'ailleurs, tout l'extrême droite qui s'appuie sur la petite bourgeoisie, ok, pour faire passer des lois qui profitent plutôt à la grande bourgeoisie qu'à la petite bourgeoisie, mais qui s'appuie sur ces classes-là en disant ah c'est les vrais Français travailleurs, blabla, passe son temps à dire que c'est juste le réel en fait. C'est la gauche est en train de nier ce que il y a des t-shirts comme ça qui sont faits par Frontière. Bon, il y a Connecté au réel, très connu de Frontière. Et il y a aussi, genre, tout le monde sait, tu vois. Tout le monde sait, c'est pareil. C'est genre, en fait, tout le monde sait que c'est la faute des Arabes, tu vois. Pour eux, c'est le réel, c'est ça. C'est Tout le ça. monde le sait, mais personne ne le dit. Il y a un holà gauchiste, une sorte d'idéologie gauchiste qui empêche de dire que c'est la faute des Arabes, mais ça, tout le monde le sait parce que c'est le réel, quoi. C'est ça. Mais je vais prendre un petit texte, puis comme ça va être intéressant. C'est un texte que j'ai souvent cité avec la revue, mais sur lequel Goldman explique un petit peu le travail de Lukács sur la conscience. Et tu vas voir à quel point c'est parfait. Et tu vas voir, ça va éclairer la suite. Et les gens, quand vous allez écouter ça, vous allez garder le texte en tête et puis vous allez voir. Donc il dit, Goldman, en expliquant le travail sur les consciences, il dit « Lukács reprend la polémique de Marx contre Proudhon », donc Proudhon dans Philosophie de la misère, et donc Marx a fait ce magnifique jeu de mots, misère de la philosophie, voilà. Et Marx reprochait aux représentants idéologiques de la petite bourgeoisie, donc Proudhon, qu'est le représentant de la petite bourgeoisie. On en a parlé sur des capsules sur Soral, donc il reprochait à ce représentant de la conscience de la petite bourgeoisie de vouloir distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais dans le capitalisme, sans être capable de comprendre que le bon et le mauvais côté ne sont que deux aspects d'une même fonctionnalité et d'une structuration globale. Alors là, c'est très goldmanien, c'est parfait comme terme, voilà. Une structuration globale commune qui ne peuvent se séparer ni exister l'un indépendamment de l'autre. Dans ces tendances vers un maximum de conscience possible, qui n'est pas, dans son cas, identifiable à sa conscience réelle, la petite bourgeoisie, incapable de vision d'ensemble et de conceptualisation rationnelle, s'oriente vers des appréciations essentiellement d'ordre affectif entre ce qui est bon, ce qui est mauvais dans la praxis des deux autres classes principales de la société capitaliste. La petite bourgeoisie oscille entre la bourgeoisie et le prolétariat et finit par rejoindre, ça ou là, la classe qui occupe la position la plus forte. Voilà. Je trouve que le texte est absolument parfait. Il explique parfaitement les gens qui disent je suis apolitique, je prends un peu de tout. Il y a des ouvriers qui ont raison, il y a des patrons qui ont raison. Et en fonction de la crise, tu vois, ils choisissent l'un ou l'autre, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et quand ils pensent, en fait, il y a un rapport entre la position. On avait fait l'analyse dans la vidéo sur Loïc Chéniaud. Loïc Chéniaud fait-il partie du lumpenprolétariat, hein. C'était la question qu'on s'était posée il y a 2 ans. Première collaboration d'ailleurs avec Chris à l'époque, dans une vidéo du coup avec Antoine Goya. Début de notre relation. C'est sentimental. Et ce qu'on disait, c'était que bon, le lumpenprolétariat, qui est souvent utilisé comme étant une classe par des sortes de rouge-brun, en gros c'est les Arabes pour eux, hein, le lumpenprolétariat, c'est la racaille, les Arabes, tout ça, et ils disent ils sont réactionnaires, Marx l'a dit. Et en fait, ce qu'on montre, c'est que en fait, chez Marx, c'est un truc qui est pas clair, c'est pas vraiment une classe. Et lui, il dit des résidus de la vieille société, des gens en fait qui sont vraiment en dehors du système social, en dehors de l'intégration dans les rapports de production. Et donc, du coup, ils vont aller trouver de l'argent là où il y en a. Alors, ça peut être dans des activités illégales, ça peut être en se vendant au pouvoir et en devenant flic. Marx met les flics dans le lumpenprolétariat. Ça peut être des activités comme, je sais pas, la mendicité, des activités mafieuses. Enfin, voilà, ça peut être plein de choses. Aussi dans le recyclage, Autant c'est-à-dire plein de de trucs, ouais, les récupérer de la valeur chiffonniers. d'échange, voilà, etc. Et du coup, ce que raconte Marx, c'est que cette classe, elle n'est pas en soi toujours réactionnaire ou toujours progressiste, mais elle peut tomber dans le progressisme ou la réaction, parce qu'elle a cette capacité un peu à se vendre individu par individu, quoi, parce elle a du mal à faire collectif, étant donné que c'est des gens qui sont objectivement souvent dans la sauce. Comme ils sont dans la sauce, ils vont aller là où il y a potentialité de survie, et là où il y a potentialité de survie, c'est un peu le plus offrant, quoi. Donc en gros, il dit ça. Donc ça peut être parfois le plus offrant, ça peut être les progressistes, mais ça peut être, et c'est souvent le cas, l'État et la bourgeoisie qui tient l'État, Mm. quoi. Bref. Et au fond, la petite bourgeoisie, elle a aussi cette capacité, tu sais, à se vendre au plus offrant. Tu vois, à être dans si l'État fait je sais pas, du keynésianisme et remplit les carnets de commandes et tout, elle peut très bien aussi apprécier ça. C'est typiquement l'exemple des médecins, tu vois, une espèce de classe qui, alors c'est pas dans le keynésianisme, mais dans le néolibéralisme, obtient de l'État par un rapport de force d'avoir, tu sais, un remboursement de trucs qui n'étaient pas remboursés avant avec des prix qui sont assez hauts. Et donc c'est une sorte de petite bourgeoisie un peu particulière qui
qui dépend de l'État, basé sur des Ouais. privilèges, tu vois, enfin tout ça. Et en fait, Statutaire un peu, quoi. Stato. ouais, statutaire un peu, mais qui va pouvoir profiter de l'État. Et quand l'État va se casser un peu la gueule, souvent à cause aussi de politiques qu'ils ont soutenues, et ben là, il va rejeter l'État. En fait, il va s'offrir aux plus offrants, quoi, en gros. Et il y a vraiment de ça, je trouve, chez les petits bourgeois. Et il y a vraiment un lien entre le lumpen et la petite bourgeoisie. Même si, évidemment, comme la petite bourgeoisie a plus de patrimoine, plus à perdre, elle est plus réactionnaire tendanciellement que le lumpen, tu vois. Mais il y a vraiment ce lien-là dans ce fait d'être individualisé, tu sais, d'être morcelé, d'être éparpillé individu par individu, de vouloir faire sa thune individu par individu et donc de se vendre au plus offrant, quoi. D'accord, et on l'a vu sur l'analyse qu'on a fait de l'électorat de Zoran Mamdani avec Zoé. On voit les classes très très basses, très très précaires, très très éparpillées, parcellisées, parcellaires, comme dirait Marx quand il parlait des paysans en crise, c'est-à-dire très autonomes avec une toute petite propriété à faire fructifier. En fait, c'est les plus précaires de la société. Mais ils ont un rapport libéral, ils votent pas pour les progressistes, ils votent plutôt pour les conservateurs et les libéraux parce qu'ils se voient comme, ils voient la société comme une ultra concurrentielle et ils ne se projettent pas comme adhérents à une solidarité comme la classe ouvrière, dans un collectif, dans une coopération. Pour eux, la coopération est lointaine, voire même problématique. Pour eux, c'est la concurrence qui fait foi. Ils ont beau être très précaires, ils votent pour les candidats les plus libéraux et les plus individualistes et les plus bourgeois parce que eux-mêmes reproduisent leurs conditions par la précarité concurrentielle, quoi. Ouais, ouais. Bon, on va continuer, mais c'est un truc intéressant. Moi, je suis fils d'immigrés portugais, monsieur. J'ai quitté l'école à 15 ans. Je suis un pur produit de l'apprentissage français. J'ai travaillé. Pour l'analyse bourdieusienne, il peut pas être petit bourgeois, hein. C'est un prolétaire immigré, hein, comme il est enfant de prolétaire immigré, il est prolétaire immigré, hein, même s'il a une entreprise artisanale. Tu vois, là, on comprend qu'effectivement, ça n'a aucun sens, la partie capital culturel. Tu vois, là, on voit bien que il est sûrement plus riche que plein de gens qui ont plein de capital culturel, etc. C'est du capital culturel. Il y a du capital culturel aujourd'hui qui ne vaut rien économiquement, et il y a du capital économique qui ne vaut rien culturellement. C'est pour ça que l'analyse de Bourdieu, un peu de croisement, est intéressante. On verra en fait dans ces graphiques que en fait il comprend pas Bourdieu un truc quand il parle de capital culturel, il ne comprend pas en fait que c'est ce que nous on a mis dans le graphique, on a essayé de dépasser un peu ses limites. C'est en fait du capital technoscolaire, quoi. C'est-à-dire un capital culturel qui n'est qu'un moyen d'acquérir du capital scolaire, du niveau, voilà, que tu vas pouvoir transformer en économie. Moi par exemple, quand j'étais ouvrier, j'avais beaucoup de capital culturel. Ouais, tu vois, parce que je lisais déjà beaucoup quand j'étais dans la classe ouvrière. Bah, je pouvais aller voir autant que je voulais mon chef, avoir lu tel livre ou tel livre, si tu veux, je pouvais pas le transformer de manière économique. Tu vois, ça n'avait aucun sens. Il aurait fallu que je retourne à l'école pour le transformer en capital scolaire. Et là, on commence à progresser dans la société. Donc le capital culturel, assez peu. Et en fait, on se rend compte, soit, si tu veux l'analyser correctement, qui permet de se distinguer, mais dans un certain espace d'homogénéité de classe ou économique, mais il ne te permet pas de faire des sauts indépendamment de la classe, indépendamment de l'économie, et encore moins indépendamment de la coopération et la reproduction matérielle, quoi. J'ai ouvert une entreprise. J'ai embauché du personnel. C'est des gens comme vous qui m'ont m'expliqué qu'il faut encore que j'en donne plus. Et si moi j'ai fait tout ça, il faudra qu'en plus je vous dise merci si vous laissez 5% à mes enfants. Et j'ai pas fini. Parce que là, franchement, vous avez fait une belle. 5% ces enfants, n'importe quoi. 5%, c'est genre maintenant la France prend 95% de l'héritage des artisans commerçants. Non mais déjà, je crois que la limite de taxe de l'héritage, c'est 200 000 euros en France. Genre, tu n'as pas de taxe en dessous de 200 000 euros ou 150 000 euros, je sais pas. Enfin, tu vois, je sais pas ce qu'il va leur laisser, mais personne prend 95% de taux absolu sur tout le monde, quoi. C'est parce qu'ils croient que la France est gouvernée par Zoé, en fait. Bah, c'est clair, parce que là, mon gars, c'est sûr, sous Zoé. Déjà, il n'y a plus d'artisans, déjà. Mais Zoé, elle est même pas dans la jalousie. Zoé, elle est, tu vois, elle a dépassé le truc, quoi. C'est pour toi, ton entreprise, elle appartient à tout le monde, déjà. Donc, même ça, c'est hors de tes structures mentales. À l'Assemblée nationale, vous faites la leçon de morale à tout le monde ici, aux hommes politiques qui sont là. Mais quand le RN, quand les LR ont une bonne idée, vous passez. Avant, on passait 3. Ils ont les deux partis qui citent, RN et LR, tu sais. Quand le RN, tu sais, d'instinct, et après il dit oula, je voudrais pas passer pour. Tu vois, et hop, il dit LR, tu sais. Mais t'inquiète, c'est pareil, frérot. Ouais, économiquement, LR est peut-être pire, hein. 3 heures à s'engueuler, mais à la fin, on votait, on se mettait d'accord.
Là, on passe 3 heures à s'engueuler. Si vous avez décidé que le chiffon était rouge et que eux, il était blanc, vous allez voter contre parce que vous êtes dans l'opposition systématique, monsieur. Et voilà ce que vous représentez. Vous êtes un parti de jaloux. Vous voulez prendre aux gens qui ont réussi entre J'adore parce qu'en plus on croirait vraiment que les mecs c'est pas vraiment des artisans, que c'est des gars politisés de foot, c'est qui sont des petits candidats, genre tu sais c'est trop bizarre que ce gars-là aille invectiver un type de Génération.s sur le truc de BFM TV, tu vois. Bon, déjà, bon, BFM TV, radio, petit bourgeois. À l'époque, il y avait Proudhon. C'est pour te dire la déchéance. À l'époque, il y avait Proudhon pour parler au nom des petits bourgeois. Maintenant, il y a BFM TV et les grandes gueules des RMC. Bon, bah, c'est un peu chaud, quoi. Mais ce qui est trop marrant, c'est. Ah, tu vois, en plus, là, il y a un truc aussi. Et ça, c'est une petite musique, là, de parlementariste. Alors, soit pro-parlementaire bourgeois, soit anti-parlementaire bourgeois. Tu sais, les gens qui disent ah, mais ils peuvent pas se mettre d'accord, c'est trop le bordel, on n'y comprend rien, ils sont jamais contents. Tu vois ce qu'ils viennent dire c'est de l'opposition pour l'opposition. Et ça, tu vois, je l'entends, mais dans des trucs genre quotidiens. Alors, ça, tu vois, niveau capital culturel, les mecs de quotidien, les mecs qui écoutent quotidien, c'est des types, tu vois, qui ont des diplômes et tout. C'est des mecs qui écoutent ça, tu vois, et qui disent oh, mais on n'y comprend rien, la politique, tu vois. Et ben, en fait, c'est des gens. Ils pensent que le parlementarisme, ça doit être surplomber les fractures sociales et les classes. Voilà. Donc c'est vraiment la conservatisme par absolu. Et en plus, ils deviennent anti-parlementaires, ils donnent des gages aux fascistes, tu vois, en faisant croire que, en fait, comment dire, c'est des bons à rien, s'ils sont pas capables de se mettre d'accord, c'est qu'en fait, ils font exprès, qu'ils sont contre. Ben non, en fait, je suis désolé. Nous, demain, on rentre tous les trois au Parlement, là, pas du team. Il y a de fortes chances qu'on soit jamais d'accord et qu'on vote rien du tout avec voilà, mais pas parce qu'on est mauvais, pas parce qu'on est dans l'opposition, mais parce qu'on va regarder ligne par ligne et on va être insatisfait et on va se battre là-dessus quoi. C'est le rapport de lutte de classe de force quoi. Donc cet anti-parlementarisme bourgeois, petit bourgeois et même qui fabrique des prolétaires fascistes, ça faudra en parler plus précisément, mais là je voulais mettre un truc là-dessus. Et là il vient de bien l'exprimer là. Ouais, et puis au-delà de ça, ça ressemble aussi un peu à la posture surplombante. T'avais ça chez Viktorovitch, par exemple, quand il a fait sa vidéo sur avec Faure et Mélenchon, ils nous font chier à pas se mettre d'accord et tout. Tu sais, t'as l'impression que c'est du blabla entre politiques. C'est comme si sa position unioniste n'était pas une position politique en soi. Et lui, comme si sa position anti-parlementariste n'était pas une position de classe. Ouais. C'est des positions de classe, c'est pas grave. Dans un cas, c'est la petite bourgeoisie réactionnaire, artisane. Et puis dans l'autre cas, c'est plutôt une sorte d'intelligentsia un peu, un peu intellectuelle, je veux dire petite bourgeoisie, mais j'aime pas ce terme de petite bourgeoisie pour quelqu'un comme Viktorovitch, parce que pour le coup c'est un terme un peu bourgeoisien, il est pas petit bourgeois. C'est une classe intermédiaire, ouais, mais il a pas une entreprise ou quoi que ce soit, mais par contre, c'est des gens qui ont pour le coup, bah, c'est l'inverse, tu vois, c'est l'inverse de ce gars-là. Ce gars-là, il a probablement plutôt un bon capital, mais un niveau de capital, on va dire culturel assez bas. Donc il est en bas à droite du graphique. Capital scolaire. Mais appelle capital scolaire ou capital, oui, capital scolaire, ouais. Éducatif. Parce que parce qu'au moins on sait ce que c'est. Tu vois, moi je peux le mesurer. Et Viktorovitch, c'est l'inverse. Je pense pas que Viktorovitch il se fasse des couilles en or, quoique il vend des livres et tout. Je pense qu'il gagne sa vie. Mais par contre, sur le plan culturel, il est très dominant. Sur le plan scolaire, sur le plan éducatif, il a des diplômes et tout. Et donc, d'ailleurs, du coup, c'est un peu des. Bah oui, il y a une fracture entre ces deux types de populations, mais c'est deux populations qui se croient en dehors des clivages, tu vois, par fausse conscience. Ces deux populations qui sont noisettes de la société. Il n'y a que deux classes totales. Il y a le prolétariat vraiment exploité et la grande bourgeoisie qui détient, qui a et le capital scolaire et le capital culturel, qui regroupe tous les capitaux. Et à la fin, tu as le prolétariat qui manque de tous les capitaux. Tu vois, et au milieu des deux, justement, c'est pour ça qu'on a le graphique. Tu peux être un peu en haut, mais moins à droite, un peu à droite, mais moins en haut, etc. Là, tu as plein de classes intermédiaires qui s'affrontent entre elles. Voilà. Qui s'affrontent entre elles et qui sont noisettes de la société, comme on l'a dit dans l'extrait, dans le texte de Goldman tout à l'heure. Voilà. Qui sont dans l'affect, qui se pensent au-dessus. Mais en fait, elles sont pas au-dessus, elles sont entre et au milieu. Et à la fin, la société va les écraser, quoi. Vous savez, c'est quoi, monsieur le chef d'entreprise? Moi, j'ai des salariés. Vous savez, c'est quoi la boule au ventre quand on ne sait pas si on va pouvoir les payer? L'État, à l'heure actuelle, avec votre prime rénov, là. Hein? Non, mais genre, mais vraiment, frère. Alors, tu vas me faire croire un jour que tu vas continuer d'arrêter de te payer, d'accord? Que tu vas vivre sous le niveau de tes ouvriers pour pouvoir continuer de les payer. Donc, je sais pas comment il s'appelle, lui. Samuel Ferreira. Samuel Ferreira, t'es un menteur. Voilà, comme tous les petits bourgeois, t'es un menteur, t'es un imposteur, tu n'as jamais la boule au ventre pour ce qu'ils doivent gagner, t'as la boule au ventre pour ce que toi tu dois gagner. Et si demain tu dois déposer le bilan
pour pouvoir continuer de garder ton train de vie et lourder des gars, tu le feras. Jamais tu ne vivras en dessous du niveau de vie de tes gars. Je le sais très bien, je connais aucun artisan qui fait ça. Un gars qui dit « Moi, ça marche pas bien, donc du coup, je ne mange que des pâtes pour que mes ouvriers puissent manger de la côte de bœuf et partir en vacances. » Ça n'existe nulle part, donc tu es un menteur, définitivement. Voilà. C'est trop drôle. Genre, le gars t'explique qu'il va au resto du cœur pour pouvoir payer les Bah mecs, ouais, quoi. Enfin, non mais c'est une blague. Franchement, c'est une blague, quoi. en plus, à cause de, tu sais, t'as l'impression qu'il vise, donc Benjamin Lucas, il est de génération, il est pas au gouvernement, et t'as l'impression Et il que risque pas d'y être. il risque pas d'y être, et t'as l'impression qu'il est de plus en plus pris à la gorge à cause des impôts en France ou je sais pas trop quoi, alors que bon, il n'y a pas une surtaxe des petits artisans en ce moment, tu vois. C'est quoi ces Et conneries? en plus, je te dis, si c'était le cas, il le ferait plus, quoi. S'il le fait, c'est que ça paye, quoi. Oui, et puis c'est pareil, si c'est plus simple d'être salarié, frérot, si t'es artisan et que t'as une qualification, bah va te salarier dans une boîte. Je veux dire, si c'est Ouais, plus mais simple d'être salarié, si tu gagnes autant, voire plus, et que c'est plus simple, va faire ça, tu vois. T'as c'est aucun ça. intérêt à avoir une boîte. Et c'est pour ça d'ailleurs que la petite bourgeoisie à un moment donné a été tuée, c'est qu'écrasée par la bourgeoisie et le prolétariat montant, ça devenait plus, comment dire, facile de reproduire ses conditions de travail par le fait de devenir ouvrier que de fait d'être petite classe libérale, quoi. 6 mois pour traiter une facture, 6 mois de plus pour nous payer 600 000 euros au Trésor public. On les appelle, il n'y a pas d'argent. C'est des gens comme moi, monsieur, qu'on a du mal à dormir, qu'on a du mal à manger, qu'on a... De quoi 600 000 euros au trésor public? Qu'est-ce qu'il raconte, le gars? Il a lâché 600K d'impôts au d'URSSAF. Nous, on a un peu d'URSSAF à la brèche. On est loin des 600K. Donc, je vois à peu près ce que ça représente. Ouais, on hein. est à 550K quand même. Ouais, ça marche pas terrible. On mange des pâtes. des problèmes à l'estomac et qu'on va à l'hôpital et qu'on attend 3 heures en plus alors qu'on paye une fortune en impôts. C'est vous, monsieur, les 35 heures. Mais attends, le gars, tu vas pas me faire croire que ce type était pour ouvrir des lits à l'hôpital. Il Non, vote mais pour LR et le RN, en gros, il l'a dit là, bon, sûrement le RN plutôt que LR, mais peut-être LR, hein, parce que quand même la petite bourgeoisie, ils font des ouais, gros scores, hein, LR. ouais. Bah, son petit lapsus de tout à l'heure me fait dire que Ouais. non. Il est passé. On a dit hein, que les gens qui étaient la petite bourgeoisie LR étaient en train de passer durant la période de moïsation Ouais, et au puis il a RN. commencé à parler, tu sais, de ses antécédents immigrés. Je Quand t'as crois un mec que. qui a l'air Ouais, raciste et qui te dit je suis immigré, ça pue le ouais. raciste en fait, ça pue le gars qui s'auto-tokenise. Moi, mes grands-parents, ils sont nés à l'étranger, donc on Ils peut sont rien nés, me dire. ils sont nés en Algérie dans les années 50. Ouais, c'est ça. Ouais, ok, T'inquiète. Eric Zemmour. C'est pas la droite, c'est pas l'extrême droite, c'est vous, c'est vous. Il faut libéraliser le travail, on n'arrête pas de le dire. Nos salariés veulent travailler, veulent être payés plus. Qui est le on? Avec Sarkozy, on avait travaillé plus, gagné la plus. Maintenant que Macron, on a travaillé plus, fermé la plus. Et vous, si on travaille plus, vous allez nous en prendre plus. Voilà ce que vous êtes, monsieur. Vous êtes un démagogue et vous faites que vous. C'est pas du tout démago ce qu'il dit. Traité par un démagogue par lui. Le gars te dit je suis contre les 35 heures. Il dit ouais, mais mes ouvriers gagnent pas assez. Bah, oui. je sais pas, tu peux les payer plus si t'as envie. Je veux dire, c'est tes Ouais. ouvriers. Déjà, tu peux les payer. Si t'as envie d'augmenter tes ouvriers, augmente tes ouvriers, tu vois. Et tu vas pas me faire croire que s'ils font 39, il va pas les payer 38, tu vois. Et c'est sûr qu'il va les payer 38 et 39 et qu'il va gagner 1 heure. C'est sûr et certain. Sinon, il a aucun intérêt à le faire. Je crois que c'est le gars qui vient et qui dit ouais, dis donc, t'as ramené le camion vendredi soir à 18 alors que normalement tu finis à 16h30. T'oublieras pas de noter l'heure majorée. Non mais je les connais les gars comme ça. Il n'y a pas de fichier d'heure. Hein. Moi j'ai envie de dire, ce gars-là, envoyez-lui l'inspection du travail pour voir si tout ce qu'il dit est vrai, s'il y a des fichiers d'heures comptés, si tous ses employés travaillent plus pour gagner plus. On va te regarder, Samuel Ferrara là. Vouloir taxer des gens qui ont réussi dans ce pays pour combler votre propre médiocrité. Voilà. Alors, d'abord, je suis pas jaloux, j'en fais pas. Pardon, non mais c'est pas une affaire. Ouais, ça me fume Et lui, que il le est type de mauvais, génération soit ancienne et se fasse Ouais. passer pour un espèce de communiste, alors que le gars, c'est bien génération.s, quoi. En plus, Benjamin Lucas, c'est un type qui se prend des coups de pression par Clémentine Autain. Forcément, un type du bâtiment avec des gros bras qui l'insulte, ça sert à rien de s'énerver sur lui comme ça. Il va se liquéfier. Non mais moi les gens dont je suis jaloux, c'est mon meilleur ami qui est dans l'éducation nationale, dont je trouve qu'il fait un travail formidable. Oh, ferme-la, ah, c'est nul, mais Tu vois c'est nul, mais ça c'est vraiment Tu la vois gauche nulle et tout, c'est... Mais c'est Oh là. là. C'est le gars qui dit qu'il aime bien la diversité, tu sais, qui se rend pas compte que c'est un peu raciste, bizarre et tout. tu Et sais. rentrez-lui dedans à Samuel Ferrara. Déjà, il y a la moitié des gars de son village qui veulent lui prendre son bise.
qu'on en marre de sa grande gueule et qu'on en marre de la manière dont il gare son Peugeot partenaire ou son trafic. Donc rentrez-lui dans la gueule. T'imagines Mélenchon en face de ce gars-là? Mais ouais, Déjà, mais quand il moi, aurait parlé, il aurait fait oui, 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 comme ça, tu sais, il Ouais, aurait un c'est peu ça. coupé la parole en disant oui, oui. ils te rentrent dedans, tu leur rentres dedans, c'est la base. Bon, mais j'ai pas de jalousie, pardon, avec les gens qui, ce que vous appelez avoir réussi, pour moi, on n'a peut-être pas le même sens de ce que c'est réussir sa vie. Oh, non, mais putain. T'es mort. Il est mort. Catastrophique. Le mec, il a pris un KO. Bam. Tu vois, il s'est fait tuer. Parce Chat qu'il a d'artisan, les bras croisés. Génération.s s'explique en disant qu'il aime bien son ami prof, je sais pas quoi. Il sait pas de quoi il parle, il a pris un truc, tu sais, t'as les profèmes, t'as les mecs qui ont de la white guilt et tout. Lui, il a la 4 sup guilt, tu vois. Il essaye d'être de gauche, mais il se rend compte qu'il est pas ouvrier, il est mort dans le film, il sait pas leur répondre, il les connaît pas, il les fréquente pas, alors qu'il faut lui taper dessus à l'autre. Et tu vois, là, on fait du coaching, là, comme Zoé a fait avec Léoman. Mais là, mais mon gars, mais reste pas dans les cordes comme ça, Benjamin, putain. Là, t'es mort, là, tu t'es fait assommer, quoi. Voyez-vous, je pense Donner que... à manger des Français, Oui. c'est réussir. Moi, je nourris des gens. Vous faites quoi? Oh là 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 là. Voilà, la classico. Je nourris des gens. Ah, putain. Oh là là. Vous nourrissez. Vous avez déjà fait une entreprise. Vous faisiez quoi dans la vie avant Non, mais d'être pardon, député, monsieur, mais on a Je des suis moyens d'accord. d'utiliser à la société sans forcément être chef D'accord, d'entreprise. vous Mais faisiez. Alors, je connais pas Benjamin Lucas, mais en plus, c'est tout à fait possible que ce genre de gars ait déjà fait une entreprise, tu vois. Mais c'est pas le même type d'entreprise, tu vois, par contre. C'est clair, c'est clair. Mais je nourris des gens, c'est vraiment le Des bingo. gens. Hein. Là, on est dans le bingo, là. Mais c'est Ouais. vraiment, quand il pense à un... Enfin, il y a quand même un rapport entre la bourgeoisie et la féodalité, tu vois. On croirait que le mec, il est... que Ah c'est bah, il est un seigneur. seigneur comme ça. Et oui, bah, moi, je nourris... je protège les cerfs qui font les champs. Hein. Moi, c'est ça qui leur permet de vivre. Hein. Sans moi, ils seraient morts. Hein. Enfin, c'est ridicule. Hein. Non, mais c'est trop bien parce que, tu sais, je nourris des gens, c'est vraiment le truc de bourgeois. Tu sais, on a fait le truc sur Zuckman et Bernard Arnault. À son échelle, il dit pareil. C'est là où on voit ce que c'est la conscience de classe quand tu rentres dans une C'est pour ça que c'est une coopération. bourgeoisie, ouais. C'est une petite bourgeoisie parce qu'elle s'auto-exploite, parce qu'elle-même participe au travail, contrairement à Bernard Arnault. Mais tu vois, en fait, ce n'est pas une question d'échelle, la classe. C'est une question de nature. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un tout petit peu de capital économique, mais si vous êtes orienté vers le faire fructifier pour survivre, c'est pareil que si vous en avez beaucoup. Et en fait, Bernard Arnault et ce gars-là disent exactement la même chose. Et tu vas voir, dans la suite de l'extrait, ça va être encore plus confondant. Il y a des sauts qualitatifs. Ce n'est pas graduel. Et donc, ce n'est pas parce que vous êtes pauvre que vous avez une mentalité prolétarienne. C'est des déplacements de nature, c'est-à-dire des changements de positionnement et de coopération qui vont faire que vous allez changer de conscience. Et si demain vous êtes riche, vous pouvez très bien devenir riche. Tu sais, il y a un film que tout le monde connaît, qui est Les Tuches. Alors, c'est vraiment pas du grand cinéma. Moi, ça me fait même pas rire. Enfin, tu vois. Mais Les Tuches, qu'est-ce que c'est? C'est une analyse de montrer que, en fait, la richesse ne change pas la vision du monde des tuches. C'est toujours des beaufs, prolos, cassos en plus, parce que c'est un peu ça l'idée des tuches, tu vois. Même s'ils sont riches, ils se comportent quand même comme des cassos et des beaufs au sein de la bourgeoisie. Et voilà, et tout le registre comique, normalement, vient de là. Voilà, le fait d'être riche, tuche, je sais plus c'est quoi son prénom, et ben, il est toujours à se comporter pareil. Il y a Pourquoi? d'ailleurs ça aussi avec les gens qui gagnent au loto, tu sais. Exact, mais c'est ça le ressort du film. Hein. Il gagne j'ai au pas vu loto les et tuches. du coup, voilà. Oh là là là, mon inculture en cinéma est toujours mise à jour. Tout le Il y a ressort vient vraiment de là. ça. Parce que si tu gagnes au loto et que tu te mets à investir, machin, là tu peux devenir un bourgeois. Mais si tu gagnes au loto et que tu consommes juste avec ce que tu as gagné, bah, t'es pas un bourgeois. Et ça va faire mal aux gens, mais tu peux avoir 3 millions sur ton compte en banque que tu viens de gagner au loto et ne pas faire partie de la bourgeoisie. Alors, C'est ça. évidemment, t'es pas dans la précarité, ça n'a rien à voir. T'es pas dans la pauvreté et tout ça. Mais si t'es juste là à dépenser des trucs et comme d'ailleurs pas mal de gens qui gagnent au loto, à au final te faire un peu baiser par des gens et puis plus avoir grand chose au bout de quelques années, et ben tu fais pas partie de la bourgeoisie. Par contre, si tu es dans une dynamique, j'ai ouvert mon entreprise, je fais fructifier un capital, même si tu gagnes que 2000 euros par mois ou que 1500 euros par mois, là tu rentres dans un rapport au monde petit bourgeois. Et Oui. tu peux être précaire en plus. C'est ça le pire, c'est Oui. que tu peux être précaire. Et parfois même, et c'est ça qui est... Marx, il en parle de ça, tu sais, de montrer qu'il y a une sorte d'avarie un peu. Tu fais fructifier un capital, parfois au détriment de ta propre personne. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont préférer presque faire survivre l'entreprise que pouvoir vivre convenablement, quoi. Et ça, c'est vraiment un rapport bourgeois au monde. Ça n'a aucun intérêt quand tu es prolo de faire ça, quoi. Tu vas pas te sacrifier au nom d'un capital qui n'est par définition pas à toi comme t'es prolo, quoi.
faisiez Vous le quoi permettez. avant, monsieur? Et Vous les parliez sur les enseignants, lézards rien médicales. fait. Vous faisiez quoi avant Attendez, d'être député, je vais monsieur? vous J'étais répondre. jeune Moi, j'étais dans socialiste, il l'éducation a rien nationale. fait. Bon, bon. Bah voilà, il n'y a Oui. pas eu de métier. Moi, j'étais dans l'éducation nationale. C'est précis ça, parce que quand même, les professions surreprésentées, notamment chez les députés de gauche, t'as prof. À la fille, j'ai l'impression que t'as pas mal de gens qui ont fait des études universitaires. C'est un profil plus d'universitaire, j'ai l'impression. Je sais pas si t'es d'accord. Le problème de la FIS, c'est que en fait, tu as plein de gens même qui n'ont jamais travaillé, tu vois, ou peu parce qu'ils sont devenus cadres assez Qui rapidement. connaissent Quoi. pas le vrai boulot, le réel. Non, non, c'est pas tellement ça. Mais c'est vrai que les profs, traditionnellement, c'est vraiment le peuple de gauche. Je crois qu'en 81, l'Assemblée mitterrandienne, quoi, PS, je crois qu'il y a 30% de profs dedans, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Et à droite, t'as des Ah médecins. bah, des médecins, C'est full médecin avocat. c'est que la petite bourgeoisie stato-notabilière, là, comme tu disais tout à l'heure. On fera un détail sur les classes là-dessus, mais bourgeoisie stato-notabilière, c'est la petite bourgeoisie qui est pas vraiment libérale parce qu'elle est attachée à l'État et elle a des privilèges d'État. Moi, je me suis fait défoncer sur Twitter parce que j'ai dit que médecin, c'était une quasi petite bourgeoisie. Parce que pour moi, c'est pire que une petite bourgeoisie. C'est pas juste t'ouvres ton entreprise, demain, n'importe qui ouvre son entreprise et médecin s'insère sur le marché, le meilleur gagne. Non, c'est basé sur un privilège lié à un diplôme, donc lié à de la reproduction sociale, et avec un marché faussé par l'État. Donc c'est pire en fait, parce que c'est une petite bourgeoisie, mais basée sur tout un tas de privilèges et qui du coup se croit supérieure. C'est une bourgeoisie qui est beaucoup plus archaïque. Et donc oui, c'est une bourgeoisie d'État, de notables, mais voilà. C'est pas la petite bourgeoisie classique, on va dire. C'est pas la petite bourgeoisie que vous avez avec j'ai ouvert ma start-up et puis voilà, je deviens petit bourgeois parce que j'ouvre mon entreprise. Et d'ailleurs, tu peux pas hériter de l'activité médicale d'un parent. Bah, tu peux l'hériter, en général tu l'hérites parce que tu as aussi fait un diplôme de médecine, mais ça c'est la reproduction sociale, mais tu l'hérites pas en tant que tel, tu vois, c'est basé sur ce diplôme qui évidemment est basé sur la reproduction sociale, et donc du coup ça se vit comme une corporation. D'ailleurs c'est pré-loi Le Chapelier, hein, si on y pense, c'est la loi Le Chapelier à un moment de la Révolution française qui abolit les corporations, elle abolit les corporations, mais la corporation médicale perdure, quoi, comme un privilège. Exactement. Non, mais en fait, c'est le quasi qui fout la merde parce que tu dis ça paraît inférieur ou tu vois. En fait, tu aurais dû l'appeler extra petit bourgeoisie. Tu vois, elle est un peu Parce que extérieure. c'est des gens qui ont un sens moral de la petite bourgeoisie. Ils pensent que quand je dis quasi petite bourgeoisie, c'est pour dire non, mais on n'est pas vraiment méchant. Non, c'est pas ça. Alors que ton quasi, c'est pas l'archétype, tu vois. Non, mais moi, je trouve que c'est pire. Oui, mais ton quasi, il voulait dire elle n'a pas les problèmes de la petite bourgeoisie. Elle a ses avantages, mais pas ses défauts. Mais c'est pour ça que c'est une espèce de, effectivement, petite bourgeoisie qui n'est pas libérale et qui est stato-notabilière. Elle a des notabilités dues à l'État, voilà. Et donc, elle a des privilèges. D'où le fait, comme tu dis, qu'elle est liée à la féodalité, quoi. Et tout le monde le comprend. À partir du moment où tu as le diplôme de médecine, les notaires, c'est pareil. Tu ne peux pas être ruiné. Tu n'as aucun médecin qui finit ruiné. Alors que quand tu es un petit bourgeois, tu peux finir ruiné. C'est pour ça qu'il y a plein de médecins qui vont à l'Assemblée nationale, d'ailleurs. C'est parce que tu as ton diplôme, tu fais 5 ans à l'Assemblée nationale, 5 ans plus tard, tu reprends ton activité. Alors que quand tu as vraiment une entreprise dans laquelle tu es impliqué, une petite entreprise, je parle parce que les bourgeois, c'est pas eux qui gèrent, voilà, mais tu as une petite entreprise, je sais pas, dans le BTP, bah, c'est compliqué de devenir député parce qu'il faut que tu la gères et il faut des fois que tu travailles dans ton entreprise. Et tu peux faire faillite, tu peux ne pas suivre le marché, ton concurrent peut te baiser et tout, alors que tu n'as aucun ophtalmologue qui ne retrouve pas de l'emploi s'il est viré de son poste de député. Mais notaire, c'est pareil en fait. Hein. C'est vraiment c'est la même chose, quoi. Notaire, avocat, beaucoup d'avocats aussi dans le monde politique de droite, quoi. Tu vois, parce que c'est aussi des statuts pas totalement libéraux, quoi. Pour moi, les avocats, c'est des prolos parce qu'il y en a qui gagnent. Il n'y a pas beaucoup d'argent en début de carrière, donc voilà. Enfin, je veux dire, si le niveau de précarité faisait la conscience de classe, si c'était vraiment comme le fait l'INSEE ou comme le fait la sociologie positiviste, c'est-à-dire de définir la conscience de classe et la vision du monde par le niveau de vie, ben, le prolétariat serait unifié depuis longtemps. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Et après, il y a des gens qui vont te dire oui, mais non, en fait, c'est parce que les bourgeois, ils nous divisent avec des idéologies. Non, ok, le monde complotiste, quoi. Non, c'est justement parce que dans les masses, il y a une hétérogénéité de rapport concret à la production, que les gens sont différents. C'est pas de la manipulation des élites pour nous diviser. Moi, j'avais eu ce débat-là avec des gens comme Bad Mulch ou son copain, la BPT, qui disait il faut surtout pas dire petite bourgeoisie, ça divise le peuple.
Mais non, c'est le peuple est divisé, donc on dit petite bourgeoisie. C'est pas, tu vois, demain tu peux appeler tout le monde prolétaire. Il va pas se lever une armée de masse qui va prendre le pouvoir communiste, tu vois. Moi j'aimerais Faut bien, pas hein. dire noir et blanc, faut dire que tout le monde est blanc. Mais exactement, c'est comme. Mais il y a des gens qui pensent comme ça avec la race, en Ah oui. disant il faut pas dire noir, faut pas dire les couleurs. C'est le colorblindisme. Comme ça, la race va disparaître. Bah non, c'est pas comme ça que ça va marcher. C'est un rapport social. C'est tant qu'il y aura de la pénurie et de la hiérarchie et de la dissymétrie, comme tu disais, des rapports sociaux et des héritages, bah en fait, tu vas te retrouver avec effectivement de la racialisation. À Mais côté, si- j'étais assistant d'éducation. Je me suis engagé, pardon, je pense que l'engagement, c'est Monsieur important. Cotarac, Ce c'est pas pays, la les même conquêtes chose. sociales dont on bénéficie aujourd'hui, elles viennent aussi de gens qui se sont battus, qui se sont mobilisés, qui se sont engagés. Mais je pense qu'on s'est mal compris sur une chose. Moi, c'est pas vous que je mettais en cause. J'ai parlé tout à Ah, l'heure, il est je ne crois pas que mauvais. vous soyez dans ce cas. Je sais pas vous que je me dis. Et ça, c'est pareil, c'est les gars qui disent on va renverser le capitalisme, mais on touchera pas à la bourgeoisie. Si, on touchera à la bourgeoisie, on touchera aux bourgeois. Tu vois, au bout d'un moment, enfin, faut le dire, tu vois. C'est la Ah réalité. bah, Alors, et même aux on petits souhaite que ça se bourgeois. passe le moins violemment possible, tu vois, mais tu sais très bien que si tu veux renverser un système qui est tenu par des mecs, si tu veux renverser, je sais pas, l'apartheid en Afrique du Sud, à un moment donné, il a fallu toucher aux Afrikaners, tu vois. Parce que tu pouvais pas le faire sans, tu vois, ça n'a aucun sens. Tout le but de la Révolution française et des feuillants, c'est-à-dire des mous, des modérés entre 1789 et 1791, c'est justement de faire la monarchie républicaine. On a bien vu que ça tenait pas, quoi. Le peuple a poussé pour que ça aille plus loin. De ce que j'ai compris de ce que vous disiez. J'ai parlé du 0,1% des plus riches. C'est-à-dire Oh là 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 là, la queuerie. Non mais en fait, non mais il y a une personne au monde en fait que je veux taxer, Regarde. c'est Elon Musk et les autres ils sont pas taxés. Mais ferme-la, putain. Mais regarde, tu vas voir, il va tomber dans le piège de ce qu'on a dit tout à l'heure. Il va lui faire un truc, tu n'es pas riche, connard, là. C'était un truc d'Usul ou je sais pas quoi, ça. Tu vois, vraiment les types qui ont trop lu Bourdieu, tu vois. Il va lui dire ça, et regarde, il va se prendre la réalité marxienne dans la tête. Mais non mais c'est comme si tu disais, ah non mais nous on veut pas faire changer les comportements des hommes. C'est comme si les féministes disaient ça, tu vois. On veut pas changer les comportements des hommes, mais juste de 1% de violeurs récidivistes. Ah, d'accord, en fait tu vas rien changer, tu vois. Enfin, la structure, tu vois, le système de domination patriarcale et masculiniste se base parce que l'immense majorité des hommes reproduisent des comportements. C'est ça. Pour que ça change, il faut que l'immense majorité des hommes ne puissent plus les reproduire. Se disent, ah bah non, il y a un problème quand je fais ça. Ah bah non, j'ai peut-être moins d'intérêt à le faire. Ah bah non, je vais me prendre un col à out, je vais me prendre tout le monde dans la gueule quand je vais faire ça, je vais me prendre la justice. Enfin, voilà, il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs qui fassent changer les comportements de l'immense majorité des gens qui tiennent le truc. Et c'est pareil avec la bourgeoisie. C'est pas juste trois pélos en haut de la société qu'il faut changer, tu vois. C'est le rapport bourgeois au monde. Et ce rapport bourgeois au monde, il existe autant dans la bourgeoisie que dans la petite bourgeoisie, tu vois. Et ça nous différencie beaucoup quand même des gens qui pensent qu'on fait un programme politique par rapport à un niveau de vie, tu vois, c'est pas ça. C'est justement ce que, tu sais, Bégodeau a voulu dénoncer dans son livre ridicule, là, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, mais tu sais, critiquer le continuum. Et lui, il ne comprend pas, il dit, ah mais en fait, on peut avoir des comportements un peu masculins, rigoler des meufs, etc. Il n'y a pas de continuum entre ça et violer. Il essaye de nous avoir en faisant croire qu'il n'y a pas d'identité. Oui, personne va dire que quand tu te fous de la gueule et que tu traites de salope Ludivine Bontini, François, que tu l'as violée, c'était pas la même chose, tu vois. Ça, c'est ce qu'on appelle en philosophie de Puis l'identité. jamais Ludivine Bontini a dit ça, tu vois. Enfin, Non, mais je veux voilà, dire, tu vois, personne on- ne dit ça, tu vois. Ce qu'on dit justement, et c'est toute la discussion de Holman, c'est de dire il y a un continuum, un espace qui est similaire où il y a des différences d'échelle, de degrés à l'intérieur. C'est ça le continuum, c'est qu'il n'y a pas de différence de nature entre ça, il y a une différence de degré et d'intensité, d'investissement de la performativité masculine pour pouvoir exister dans la société. Là, c'est la même chose entre petite bourgeoisie et bourgeoisie. Pourquoi Marx et les marxistes appellent ça la petite bourgeoisie? Parce qu'elles font partie du continuum de modes de reproduction propriétaire et individualiste de la bourgeoisie. Effectivement, ce n'est pas la même chose que d'employer 100 personnes. Personne va dire « Ah oui, être artisan à son compte, auto-entrepreneur, faire 50 heures pour avoir 1500 balles, c'est pareil que employer 100 mecs et gagner 150 000 euros. » Personne va dire ça. La différence, c'est qu'on va dire la même chose. On va dire il y a un continuum de conscience, de concurrence, d'individualisation, de rapport pratique. à la propriété, de pratique, de coopération, etc. De vénération du marché, par exemple, d'une certaine façon de voir le fétichisme de la marchandise et de l'échange. Voilà. Tout ça est un continuum qui font qu'il y a petite, grande bourgeoisie. Exactement comme on disait, par exemple, comme tous les historiens vont dire, il y a le tiers d'État.
tu vois. Et tout le monde va dire ah mais oui mais le tiers état dans le tiers état pas dû il y a Necker et il y a le mec qui crève la dalle au fin fond des Charentes les pieds dans la merde parce qu'il est sous un seigneur. Oui, mais il y a un continuum dans le tiers état. Effectivement, on est obligé de penser le haut tiers, le bas tiers pour pouvoir affiner. Mais c'est ça les sauts. On considère le tiers état et à l'intérieur, il y a le bas tiers et le haut tiers. Tout comme dans la noblesse, il y a un continuum de la noblesse. Lisez Le Dieu caché de Lucien Goldman. Il y a un continuum de la noblesse à l'échelle de la totalité. Et puis, quand on reprend comme totalité la noblesse, bah oui, à l'intérieur, il y a une noblesse de robe, une noblesse d'épée. Voilà, il y a des contradictions. Voilà, mais il y a continuité et disruption à l'intérieur. Voilà. Et ben, quand on parle de petite bourgeoisie et de bourgeoisie, il y a un continuum entre les deux. Quand on parle de petite bourgeoisie et de prolétariat, il y a une rupture. Voilà, c'est ça qu'on articule quand on est marxiste. Et vous allez le voir, il va l'illustrer parfaitement. Là, il va essayer de montrer, c'est exactement ce qu'il fait Benjamin Lucas, une rupture par la propriété et donc le stock d'argent, la richesse, comme fait n'importe quelle sociologie positiviste, et regarde ce qu'il va se prendre dans la gueule. 1% des plus riches. Les gens C'est-à-dire des gens d'y être dans qui les aujourd'hui- 0,1%. Eh bien, quand vous C'est énorme. Hein. Bam! Tu te prends la conscience continuum de classe. Je m'en bats les couilles, moi je fais ça, je cravache 70 heures, j'y serai peut-être jamais, j'ai envie d'y être dans les 0,1% et donc je me sens en solidarité avec des gens auxquels je n'appartiendrai jamais, mais qui ont une pratique similaire, symétrique à la mienne, contre des gens que je fréquente tous les jours qui sont mes employés, mais auxquels je me sens différent de nature parce que je suis entrepreneur et eux, ils sont salariés. Il n'y a rien de mieux que le marxisme pour expliquer ça. Vous pouvez vous branler sur du Bourdieu, du capital culturel, du machin, des tranches d'impôts, des tranches de... Ça ne marche pas. Vous l'avez devant les yeux, quoi. Lisez le texte qu'on a publié sur la communication dont parle Lucien Goldman justement sur le positionnement des positionnements pour atteindre les structures mentales. Vous pouvez expliquer, mais à 12 contre 1, attraper le gars là qui est en face de vous, le forcer à vous écouter, que en fait il est prolétaire parce qu'en fait il vide sa force de travail lui-même, il pilote lui-même le camion sur le chantier, il a sorti des seaux, contrairement à si il était juste le cul dans une chaise comme Bernard Arnault ou quoi que ce soit, vous pouvez lui faire ça autant que vous voulez, il sera toujours contre l'impôt parce que son rapport individuel de marché, de concurrence est un rapport petit bourgeois dans un continuum de la bourgeoisie capitaliste. aurez plus de 100 millions d'euros de patrimoine, effectivement, je considérais que ce serait normal que vous payiez Eh ben, j'y arriverai jamais avec des gens comme vous au pouvoir. Vous mettez des portes à chaque fois. C'est énorme. Il lui dit vous êtes un problème parce que j'arrive à avoir 100 millions d'euros. Son but c'est d'avoir 100 millions d'euros, ça n'a aucun sens. C'est là le continuum et la rupture. Quand vous êtes à 1000 euros, petit bourgeois, auto-entrepreneur, indépendant, vous pouvez vous imaginer réussir et passer à 100 millions. Quand vous êtes à 1000 euros salarié, c'est impossible. Cette idée-là n'existe même pas dans votre tête. On ne devient pas multimillionnaire par le travail. C'est là où, tu vois, par exemple, on a souvent le débat sur les footballeurs, tu vois. Moi, j'aime bien dire, ouais. Ouais, en tu fait- les protèges. Non, mais c'est des salariés. Attends, parce que Chris, quand il est hors cam, il dit Mbappé, c'est un prolétaire comme les autres, je sais pas quoi. Non, mais tu vois, je suis un peu provocateur là-dessus en disant que la masse salariale, effectivement, c'est des salariés dans le rapport concret. Mais en fait, on pourrait quand même regarder le rapport qu'ils ont à leur propre corps, tu vois, comme une espèce de machine qu'ils doivent entretenir, vendre d'un club à un autre, etc. Bien sûr, non mais Tu vois, en concurrence, etc. T'es Et tellement tu vois, il y a- gazouette que tu viens de te rendre compte de ça. Non, mais c'est pas ça. Mais est-ce qu'ils sont vraiment coincés entre les deux, tu vois, parce qu'ils Ah, sont bah oui. détenus par des bourgeois. Mais c'est particulier les footballeurs parce qu'ils sont uniques. Tu vois ce que je veux dire? Ils font pas des tâches à la chaîne de série, tu vois. Les footballeurs, c'est vraiment très intéressant parce que d'un côté, tu peux les voir comme une masse salariale, de l'autre côté, tu peux vraiment les voir comme des auto-entrepreneurs d'eux-mêmes, comme dirait Foucault. C'est une méthode ultra néolibérale de se vendre soi-même dans un milieu ultra concurrentiel qui fabrique énormément de, j'allais dire, enfin, tu vois, je veux dire de déchets, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas des gens qui sont des déchets. Pour 1% de joueurs qui deviennent pro, il y en a 99% qui finissent de prolétaires, tu vois. Et ben, c'est vrai que ça leur donne des mentalités ultra concurrentielles, tu vois. Les artistes, par exemple, quand tu as des milieux où il y a beaucoup d'argent sur de l'art, je sais pas, le cinéma ou la musique, ou tu vois, ça peut leur donner des mentalités ultra individualistes et concurrentielles, tu vois. Et ben, les footballeurs, ils sont vraiment entre les deux, là. T'as dit les footballeurs ils répètent pas les mêmes gestes et tout, mais est-ce que Ariane Robben n'est pas le contre-exemple de ça?
Oui, mais il la théorie répète les marxiste. mêmes gestes d'Arjen Robben. C'est vrai que le crochet intérieur d'Arjen Robben, tu te dis, mais comment c'est possible qu'il l'a fait autant de fois et à chaque fois ça marchait, quoi. Voilà. C'est rageant, ouais. C'est rageant quand tu joues à un match et tout et que tu te prends ce but alors que tu le vois arriver, c'est. Que les gens qui gagnent 100 millions d'euros. Monsieur, ne je veulent pas que vous sois au invite pouvoir, à je le venir comprends très bien. chez moi, à mon entrepôt. Je vais tout vous sortir et vous verrez ce que c'est. Vous verrez ce que À mon entrepôt, ouais. Ouais. Donc, quand même, il a déjà un entrepôt. Et c'est pas, il n'emploie pas qu'un ou deux gars, quand même. C'est un peu bizarre. Et moi, je trouve que ce mec, il pue vraiment. Il pue la petite bourgeoisie un peu friquée. Hein. Moi, je dis envoyez-lui l'inspection du travail. c'est Eh de gérer bien, une je vous entreprise. parie. Venez avec moi, S'il vous là, je plaît. parie, venez avec moi une semaine. Venez. Ouais, eh ben, je vous parie qu'avec mes propositions, vous aurez plus de pouvoir d'achat à la fin. Mais Et que lui, c'est son. Mais c'est Les bien sûr. salariés, oui. Oh, voilà, vous aurez. Le gars, son but, c'est de redonner de la thune à un petit bourgeois qui crache à la gueule, tu vois. En gros, c'est ça son but. Mais c'est aussi le problème, ça, il est mort. d'avoir. Non, mais c'est aussi le problème d'avoir peu de gens qui viennent du prolétariat dans la sphère politique. Il aurait pas dit ça à Maurice Torres, tu vois. Non, c'est clair. Ça aurait pas été pareil, tu vois. Un type qui a été ouvrier et tout, il lui aurait pas dit ça, tu vois. Sauf que là, il a un type qui a bossé, je sais pas, 2 ans, tu vois, parce qu'il dit j'ai bossé dans l'éducation nationale. Il a quel âge ce mec? Il a 35 ans, tu vois. Il a dû bosser, ouais, 2-3 ans dans l'éducation nationale. Et puis après, il va bouffer sur de la classe politique pendant toute sa vie, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, les petits bourgeois, ils peuvent leur envoyer que eux, c'est des vrais travailleurs, tu vois. Ce qui est en fait souvent vrai, tu vois. Par rapport à des politiques, c'est des gens au moins qui ont une activité de travail, tu vois. Et ça, c'est un vrai problème quand il pense. Il aurait jamais pu dire ça à Jean-Paul Delescaux, tu vois. Il aurait déjà eu Non. Jean-Paul Delescaux en face, il lui aurait pas dit, tu vois. Là, en face, on a deux personnes qui ne sont pas prolétaires. Espèce de fonctionnaire, tu vois, dans le milieu prof. Ah là 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 là, la tech qui a fait pleurer les fonctionnaires. Bah, la Ils ont fonctionnaire, appris qu'ils étaient pas prolétaires. bah, ce qui est vrai, hein. Enfin, moi je l'assume, hein, les fonctionnaires ne sont pas des prolétaires. Ça veut pas dire toujours pareil. Ça veut pas dire qu'ils vivent très bien et qu'ils s'enrichissent. Tu sais, dans ce monde-là, si tu dis tu n'es pas un prolétaire, t'as l'impression que tu vas te dire t'es un bourgeois. Non, en fait, tu vois, c'est pas parce que Et tu t'as n'es l'impression pas- qu'être un bourgeois, c'est mal ou méchant ou je sais pas quoi, tu vois. C'est ça, tu Je vois. veux dire, c'est- être de pas être prolétaire, je veux dire, être fonctionnaire, c'est plutôt mieux, tu vois. T'as plutôt des pas meilleures être- conditions de travail. Il y a des fonctionnaires. Moi, je suis salarié, classe intermédiaire cadre, d'accord? Bon, on peut me mettre dans salariat encadrant, classe intermédiaire, voilà. Je suis pas fonctionnaire. Mais je vis mieux que certains fonctionnaires, tu vois? Bien sûr. Et je Il veux y a dire, le pas de statut de la problème. fonction publique est quand même protecteur. Mais Tu vois, si on le le statut de la- défend, c'est parce qu'on sort justement moi, du c'est rapport ça. bourgeois au monde. C'est ça. Mais moi, demain, si on me demande, on me dit, OK, tu perds tant d'euros, mais tu deviens fonctionnaire, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin de te poser la question de ta subsistance, de ta retraite, jusqu'à... Tu vois? Je réfléchis, tu vois ce que je veux dire? Je me pose la question. Parce que je suis pas dans la même précarité de vie. Aller demander un prêt quand vous êtes fonctionnaire par rapport à aller demander un prêt quand vous êtes salarié dans une entreprise privée, c'est pas la même. Syndiquez-vous quand vous êtes fonctionnaire, quand vous êtes dans une entreprise privée, TPE, c'est pas la même. Vous voyez, il y a des protections, des droits, des acquis. C'est pas une question de mettre en concurrence. C'est de dire, il y a des dissymétries dues au rapport de classe, dues à la transformation de l'appareil d'État. Nous, on est pareil. Moi, je suis pour fonctionnariser tout le monde. Je suis pour démarchandiser. L'intérêt du fonctionnariat, c'est que c'est des choses qui ne sont plus marchandes. Donc moi, je suis pour démarchandiser toute la production. Donc que tout le monde devienne fonctionnaire, ça me va très bien. En fait, il faudrait aller plus loin. Le communisme, c'est pas tout le monde fonctionnaire. Hein. Ça, c'est dans la vision de Friot, tu vois. Mais ce serait déjà mieux que d'être attaché à l'emploi, tu vois. Chris a dit, il faut que tout le monde devienne prof. Le monde horrible. Non, mais en fait, ce qu'il faut, c'est justement parler correctement les classes. Et ce qui est fou, c'est que les classes, c'est quand même le rare truc où, en fait, tout le monde est un petit peu class blind, tu vois. Ah oui. Tous les gens un peu de gauche, tu leur dis ouais, pour conscientiser les gens, il faut rappeler aux gens leurs privilèges de genre, de race. Moi, j'ai pas de problème avec ça, pas de souci. Dites-moi que je suis blanc, dites-moi que je suis un homme et tout. Par contre, faudrait quand même pas dire à une personne qu'elle est petite bourgeoise parce que tu comprends, ça pourrait l'empêcher d'être solidaire des ouvriers. Mais de quoi, en fait? Donc déjà, c'est antimatérialiste. Parce que nous, on part du principe que ce qui l'empêche d'être solidaire des ouvriers, c'est pas le fait qu'on lui dise ou qu'on lui dise pas, c'est son rapport concret à la société, tu vois. Voilà, tu vois, donc qu'on lui dise ou qu'on lui dise pas. Et que le début même de la conscientisation et du dépositionnement, c'est le fait qu'on lui dise attention, tu te crois prolétaire, mais t'es peut-être petite bourgeoise pour ci, pour ça. Ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Ok, comment je fais pour compenser? Comment je fais pour en sortir? Comment je fais pour que collectivement on s'en sorte? Tu vois, t'as des grades là-dessus, tu vois. Mais personne n'oserait dire, et ça c'est du ruffinisme à l'envers, personne n'oserait dire, tout le monde voit le problème avec Ruffin quand il dit non, mais en fait, les racistes, faut pas leur dire qu'ils sont racistes, tu vois. Là, tout le monde va lui tomber dessus, et a raison. Pour commencer à combattre le racisme, il faut faire comprendre aux gens qui sont racistes
qu'ils le sont et qu'ils ne devraient plus l'être pour des raisons matérielles. Mais c'est pareil pour les classes sociales dans le continuum bourgeois. Personne n'oserait dire, oula, on va faire du ruffinisme à l'inverse. Non, on peut leur parler de race, de genre, mais surtout pas, faut pas leur parler de classe, parce que sinon, tu te rends compte, on pourrait diviser la société, quoi. Bah non, la société, elle est déjà divisée. Donc si on veut élever la conscience et la réunir, il faut pouvoir nommer les choses. Et ça a un nom quand on est marxiste, ça s'appelle l'analyse concrète de la situation concrète. C'est intéressant parce que quand tu parles de classe aussi, je trouve que on met vraiment souvent en avant ça, il faut continuer de mettre en avant, c'est l'aspect de projection dans le futur et de conscience, en fait. La conscience, c'est toujours une conscience d'eux, une projection dans le futur. Ouais. Toujours en train de se projeter à se dire ah bah tiens, quels seront mes intérêts plus tard? Parce que les intérêts à l'instant T, ils sont déjà là, mais quels seront mes intérêts plus tard en quelque sorte? Mm. Et ça, c'est vraiment très important pour définir finement les classes. Je reviens à ma classe particulière, tu vois, la classe de médecin. Il y a une très grosse particularité et qui peut créer, tu vois, de la fausse conscience, c'est de se dire, par exemple, que moi, je bosse dans le public, tu vois. Je suis pas encore médecin, mais je bosse dans le public. Admettons, dans quelques années, j'aurai un poste, tu vois, par exemple, de praticien hospitalier dans le système public. Et ben, ce serait totalement faux de penser que je suis exactement comme un fonctionnaire rémunéré pareil qui n'est pas médecin. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, je peux me barrer et ouvrir un cabinet libéral, tu vois. Et ça crée une conscience qui est quand même vachement différente. C'est-à-dire que, heu, même en étant dans une activité hospitalière, tant qu'il me restera la possibilité, à tout moment, d'engager une activité petite bourgeoise, stato-notabiliaire, c'est-à-dire, d'engager une activité de fructification de mon propre diplôme, même si, momentanément, entre guillemets, «je le fais pas» et je reste comme fonctionnaire, et ben, ce truc-là, il reste dans ma conscience en mode: «Ouais, si vous me cassez les couilles», tu vois? C'est un peu ça, c'est pour ça que les médecins d'ailleurs ont des gros salaires dans les hôpitaux. C'est que les gars te disent: «Bah oui, mais bon, si vous augmentez pas mon salaire, moi je me casse dans le privé», tu vois? C'est pas comme une entreprise où tu te fais chier, parfois à démarrer, au début c'est compliqué. Et à tout moment, n'importe quel médecin se met dans le privé, il va gagner de l'argent, tu vois? Parce que Oui. justement, il a ses privilèges, l'État lui permet d'avoir un bon salaire en maintenant le prix de l'acte assez haut, tu vois? Et donc n'importe qui va se mettre dans le privé et gagner de l'argent, tu vois? Et quand tu comprends les classes comme ça, tu comprends beaucoup plus finement. Parce que si tu les comprends juste par rapport à ma place dans le rapport de production, tu vois, de manière structuraliste, bah, je suis un fonctionnaire. Je suis pas en réalité, c'est pas le statut de la fonction publique, mais voilà, je suis juste un employé du public, tu vois? Bah, non, je suis pas juste un employé du public quand je suis, praticien hospitalier. Je suis un employé du public qui peut faire augmenter son salaire en le mettant en comparaison avec ce qu'il aurait gagné s'il était dans le privé avec une activité petite bourgeoise, tu vois? Et c'est hyper, intéressant, je trouve, de voir les classes comme ça parce que tu comprends beaucoup plus finement pourquoi un médecin, même dans le public, aura, ce caractère un peu plus conservateur, un peu plus droitier, alors c'est modéré par le fait que ceux qui choisissent de rester dans le public sont déjà parfois des gens qui ont un peu des idéaux, tu vois, du service public et du fait, plutôt, tu vois, plutôt universaliste, mais quand même, tu vois, il y a ce truc-là qui reste, quoi. Et tu as bien fait de parler du structuralisme. Voilà. Les marxistes n'analysent pas les classes comme simplement de la propriété, tu vois, des moyens de production. Ça, c'est le vrai. Ouais, vous êtes propriétaire des moyens de production. Aujourd'hui, c'est diffus, etc. Tu peux avoir des retraités ou des salariés qui ont, je sais pas, des assurances vie ou tu vois, des actions, tu vois. S'ils se lèvent le matin, s'ils font, je sais pas, même 10 000 à 15 000 par an avec leur portefeuille SICAV ou quoi, tu vois, en plus de leur travail salarié, leur mode de reproduction général, concret, total, leur rapport social général sera quand même un rapport de prolétaire, salarié. Et donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas de structuralisme, d'effet mécanique de j'ai de la propriété collective, du moyen de production, donc je deviens un bourgeois. C'est justement cette conscience-là. Et cette conscience-là, elle passe par la coopération, c'est-à-dire par l'activité essentielle des individus. Comme on le rappelle, à la fin, toujours, les structures ne sont que des effets des individus et les structures ne s'incarnent que dans les individus. Vous ne pouvez pas comprendre une structure indépendamment de leur réalité et de leur incarnation ontologique que sont les individus conscients. L'idée même de structure et de fonctionnalité pour les abeilles, tu vois, c'est vraiment une espèce d'anthropocentrisme. Ça n'existe pas dans la tête des abeilles, les structures, tu vois, ça n'existe que dans la tête de l'humanité. Et ça, comme tu l'as dit, c'est bien ça. C'est tous ces petits rapports-là. C'est pour ça que nous, dans le graphique, on essaye de montrer que aux deux extrêmes, il y a une très grande homogénéité du type de capital. À l'extrême droite, il n'y a que du capital fructifiant, économique, d'entreprise. Et à l'extrême gauche, il n'y a que
du capital circulant, de salaire, de la monnaie, quoi. Entre les deux, effectivement, toutes les classes sont éparpillées parce qu'elles ont un petit peu de tout. Mais tant qu'il y en a un qui reste marginal, ben, c'est l'activité qui prend le dessus. Donc non, les marxistes ne définissent jamais les classes par rapport à la propriété. Elles définissent les classes des individus par la façon dont ils coopèrent, quel rapport ils ont au monde pour se reproduire eux-mêmes. Et effectivement, un gars à 1000 euros qui s'auto-exploite est beaucoup plus proche du continuum bourgeois que du continuum prolétariat. Et la précarité n'a aucun rapport là-dedans. D'ailleurs, la preuve, c'est à quel point, là, dans l'extrait qu'on a vu, la personne, dont on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, a pas eu de problème à mobiliser cette idée de précarité. Les petits bourgeois, ils sont toujours précaires si tu les écoutes. Ouais, nous on galère, moi je me suis pas payé ce mois-ci, je vois partir en vacances 5 semaines pendant que moi, qui c'est qui tient la boutique, moi j'ai pas pris de vacances depuis 10 ans. C'est toujours les mêmes discours de gars, ils sont plus précaires que précaires. Mais après, quand tu regardes les baraques, tu dis, ouais, t'as quand même 3 salles de bain. Bah, tu sais, quand les gars te disent, ouais, on se sort qu'un SMIC, tu vois. Bah, quand tu te sors qu'un SMIC, mais qu'en fait, tu fais passer ta bagnole, ton essence, ta bouffe, une partie de ton habitation et tout ça, tu vois, sur tes frais d'entreprise et qu'en plus, tu fais un peu du black, parce que oui, tu t'es sorti qu'un SMIC, mais il y a 1000 balles en liquide, tu vois, qui est sorti aussi. À la fin, en fait, tu vis avec 2400 euros d'argent de poche, tu vois. Et puis c'est ça, et puis que derrière, le résultat net, tu peux le ponctionner parce que t'es propriétaire de l'entreprise, du capital, comme on le rappelle. C'est vraiment fondamental. Vous êtes dans une boîte salariée, vous êtes deux. Il y a le patron à 1000 euros qui détient la boîte, vous à 1000 euros, vous habitez dans la même maison, vous faites le même nombre d'heures, vous avez la même Mégane Esthète 3, vous avez 3 enfants, les 3 à l'école publique, tout pareil. La même vie, le même rapport au travail, vous avez fait le même nombre d'heures, à la fin, il y a un droit de propriété du capital social qui dit « Ah, mais l'entreprise, là, elle a fabriqué 20 000 euros de résultats nets. Le gars qui a le titre de propriété, là, qui est marqué au RCS, détenteur du capital social, il a le droit de les toucher. Vous, le gars qui est à 1000 euros au quotidien, tout pareil que votre copain patron, etc., vous n'avez pas le droit à 1 centime dessus. » Et bien ça n'existe qu'une fois par an, à la clôture des comptes. C'est ce qui mobilise toute la différence concrète de conscience toute l'année. Le fait que un va pouvoir toucher les 20 000 euros et l'autre va jamais les toucher. Ça, c'est une séparation de nature fondamentale, qui est le rapport social propriétaire bourgeois, petit bourgeois. Ouais, mais attends, il s'est mis qu'un SMIC. Il y a 20 000 euros qui tombent à la fin de l'année en actions, mais en revenu des actions, mais il s'est chopé qu'un SMIC. C'est ça. Moi, je vous ai parlé tout à l'heure des grandes fortunes. Attendez, vous êtes d'accord pour aller dans la bourse, Samuel? Attendez, qui sont cotées Benjamin Lucas. Et donc, est-ce que vous êtes d'accord? Avec plaisir. Ah bah voilà. Dès qu'on a fini l'examen du budget à l'Assemblée nationale, parce que je suis un député qui travaille, j'ai compris que n'y avait pas. Si, ça va finir par s'arrêter un jour. Eh ben, venez une semaine. Levez-vous à 6h, couchez-vous à 22h. Le rendez-vous est pris. Attendez. 6h, 22h. Levez-vous à 6h, couchez-vous à 22h. C'est l'immense majorité des Français qui font ça, tu vois. Enfin, genre, c'est rien d'incroyable à se lever à 6h et à se coucher à 22h, tu vois. Ça te fait 8 heures de sommeil, ça serait bien. Hein. Pour être clair, tout le monde fait ça. même des profs, hein, et même surtout des profs. Hein. Alors là, pour le coup, s'il y a bien des gens qui font des heures de merde, plus que beaucoup de gens dans le salariat cadre, etc., qui peuvent pas avoir le téléphone pendant, tu vois, au boulot, parce qu'ils sont devant des élèves, souvent parce qu'ils habitent en banlieue, parce qu'ils donnent des cours dans des centres-villes qui sont encore trop chers pour eux, tellement on les paye mal. Je rappelle que les profs, c'est des gens qui font quand même des études, enfin voilà, et qui sont à 1,1% du SMIC, un truc comme ça. C'est vraiment, mais si vous êtes de l'intérim, ils gagneraient plus, quoi, tu vois. Donc vraiment 6h, 22h, là c'est vraiment pour le coup dire ça à un prof ou quelqu'un qui est prof d'un prof. Conseil de crise pour les profs, manpower le week-end et hop. Les gars, ayez 2 boulots, quoi. Putain, mais vivez l'Amérique, vivez le rêve américain. Soutien aux profs, même s'ils m'ont martyrisé. Ouais. Bon, du coup, on peut s'arrêter là, je pense. En vrai, c'était une capsule vachement intéressante qui nous a permis d'en remettre une petite couche sur les classes sociales. Mais on va continuer. On bosse pas mal avec Chris en ce moment sur les classes sociales. Parce que, bon, vous avez bien compris qu'il y a les grandes classes sociales connues, bourgeoisie, prolétariat. On peut rajouter petite bourgeoisie, on peut rajouter fonctionnariat. Mais en réalité, il y a des spécificités là-dedans. Je vous ai parlé du statut de médecin, mais on pourrait parler de plein de choses. Le statut d'infirmier, par exemple. Le statut d'infirmier, c'est intéressant. Et d'ailleurs, les infirmiers vivent la même chose un peu que les médecins, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi se barrer en libéral, tu vois.
Ce qui n'est pas le cas quand tu es fonctionnaire, je sais pas, dans les territoriaux. Tu vois, tu te barres pas en libéral depuis ton. Donc, du coup, ça ne te crée pas forcément les mêmes consciences. Comme tu disais tout à l'heure, un truc qui était intéressant, c'est que tu disais les médecins ou voilà, ils peuvent menacer leur direction de se barrer s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Quand tu es catégorie C, voire même B de fonctionnaire, c'est ta direction qui te menace de plus que tu sois plus fonctionnaire. Tu vois ce que je veux dire? C'est perdre ce statut, tu vois, c'est un problème. Tu vois, on va faire le travail qu'a fait Marx, voilà, en toute humilité, voilà. On va faire le travail qu'a fait Marx dans la lutte des classes en France. Il détaille entre 6 et 7 classes sociales, finement. Il parle des paysans, il parle de la bourgeoisie industrielle et de la bourgeoisie financière. Marx détaille la société capitaliste de son temps dans la lutte des classes en France. Le capital est un travail d'abstraction du rapport capitalistique. C'est pour ça qu'il va ramener tout le temps par rapport à ce rapport d'exploitation. Voilà. Et il va y avoir bourgeois, petits bourgeois, prolétaires, parce que c'est ces différences de nature. Mais dans la réalité de Marx, le capitalisme archaïque de son temps entraîne des classes en déperdition, les paysans, des classes en ascension, le prolétariat, plus ou moins révolutionnaire et tout. Et aujourd'hui, on est dans une phase du capitalisme où il y a encore... Nous, on pense, on spoil un peu, mais on pense peut-être 10, 11, voilà, on va essayer de les chercher avec des noms plus ou moins rigolos. Mais on va faire ce travail, ouais. Yes. Bon, sur ce, n'hésitez pas, parce que si on peut faire du travail théorique aussi, ça dépend beaucoup dans la brèche de Position Revue, qui est un peu notre revue théorique. Et c'est aussi grâce à ça qu'on peut aujourd'hui vous proposer des vidéos qui sont un peu originales, où c'est pas toujours les mêmes analyses. C'est parce qu'on continue ce travail et la revue en fait franchement grandement partie. Et aujourd'hui, il y a une campagne de financement de Position Revue qui a été lancée parce que Position Revue maintenant tourne aussi grâce à des gens qui sont payés pour le site, pour faire les interviews, qui sont payés pour faire de l'administratif, faire du graphisme. Enfin, voilà, il y a plein de métiers qui sont payés, on va dire, pour Position Revue. Et puis, il y a des projets aussi qui sont en cours et qui pourront voir le jour s'il y a de l'argent qui est donné. Donc, on vous met en description le Tipeee si vous pouvez participer sincèrement, ça serait super. Et on vous dit aussi de vous abonner comme d'habitude à toutes les chaînes, mais ça vous connaissez. Et allez voir la dernière vidéo sur la chaîne d'On ne veut plus avec William Roger qui nous présente du coup la démarche anti-impérialiste et la marche pour lutter contre la guerre et pour la paix. Si vous pouvez venir, c'est 11 novembre à Paris, vers la gare Port-Royal, c'est ça? Je connais Ouais, pas c'est bien, ça, exactement, gare Port-Royal. à 14h. Nous, on y sera, donc venez nombreux. Il y a plus d'une cinquantaine de mouvements politiques, d'associations qui ont signé pour y aller. Allez voir la vidéo sur On ne veut plus si vous voulez en savoir plus. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut! C'est la